C'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Adeline Blondiot, de la comédie à la sophrologie. Merci Francine. Alors, on y va. Et c'est Adeline Blondiot qui était avec nous ce matin. Vous ne la connaissez pas ? Oh, mais vous sortez d'où là ? Oh, Ouh là là. wake up un petit peu quoi. Ah, j'adore les épisodes qui commencent comme ça avec de la comédie un peu. T'as vu, c'est bien joué, hein ? C'est bien joué, ouais. C'est parce que j'ai fait des cours. Ben oui, de quoi ? De plâtrerie. Poterie. C'est ça. Ouais, un truc à côté, quoi. Bon, en tout cas, on va vous présenter Adeline qui fait beaucoup de choses. Elle va nous parler de son parcours, de sa vie aussi. Et elle est avec nous. Alors, je vous le dis tout de suite, nous sommes à la campagne. Elle est à la campagne. Donc, ça veut dire réseau campagnard, Alors, mais ça- réseau qui sent bon. Ça va être un épisode difficile niveau connexion, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Bonjour Adeline. Bonjour les amis. Ça va bien ? Ouais, ça va super. Toi, t'es dans. Et vous ? Ouais, ça va super. C'est quoi ta campagne à toi ? Moi, ma campagne, c'est les Marais, c'est la Camargue. Ah ouais, c'est pas Et- mal. Est-ce que tu peux nous expliquer, Adeline, qu'est-ce qui fait qu'à une époque, tu étais une comédienne qu'on pouvait voir dans notre télévision, puisque tu jouais dans Sous le soleil, à aujourd'hui une personne qui est en Camargue, qui est sophrologue, et qui a pour seul objectif, j'ai l'impression, de juste devenir un meilleur humain. Eh bien, je pense que c'est une question d'alignement. Il fut un temps, j'étais très alignée avec ce que je faisais, à savoir la comédie, ou alors même les années où j'ai fait de la radio, les années où j'ai écrit. Et puis à un moment donné, ça a commencé à faire mal à l'intérieur, hein, et puis j'ai pas voulu entendre vraiment, donc j'ai explosé avec un premier burn-out. Et, je me suis dit, bon là, j'ai bien compris, je vais changer des choses dans ma vie. Et puis j'ai vu un deuxième burn-out arriver quelques années plus tard. Et j'arrivais à m'apercevoir que j'incarnais plus du tout les valeurs qui étaient importantes pour moi. Est-ce que tu sais ce qui te faisait justement avoir ces burn-out-là ? Enfin, est-ce que tu sais, parce qu'évidemment tout ça c'est très complexe, c'est un enchaînement de plein de choses, je suppose, mais est-ce qu'il y a des trucs qui revenaient souvent ? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs en particulier qui faisaient que tu disais que tu n'étais pas dans la bonne vie ? Eh ben, humainement, j'arrivais plus avec le milieu du show business, le milieu de la comédie. Donc, je trouve qu'on nous prend beaucoup et que finalement, eh bien, humainement, c'est compliqué. On fait pas attention à l'humain. On fait attention à ce qui va générer comme argent, ce qui va générer comme audimat, hein, mais on va pas faire attention trop à l'humain et c'est pas grave. L'humain, c'est pas grave. Donc on peut y laisser sur la table des histoires d'amour, on peut laisser sur la table des rendez-vous universels comme des décès autour de soi où on peut pas être présent parce que dans le contrat, on avait la place pour mettre 2 personnes qui avaient le droit de décéder et qui étaient susceptibles de pouvoir faire arrêter un tournage. Des choses comme ça, donc on se dit, est-ce que c'est ça la vie dont j'ai envie ? Et est-ce que tu as Et- essayé d'en parler, tu vois, autour de toi, autour des équipes et tout ? Est-ce que tu as déjà essayé de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, on fait en effet un métier artistique, etc., mais l'humain est quand même beaucoup plus important. Et comme, si c'est le cas, si tu as essayé d'avoir ce genre de discussion, comment ça a été reçu ? Il y a des gens qui ne sont pas du tout capables de les avoir parce que ça ne les perturbe pas. Moi, je pense que je suis hypersensible et que ça fait mal facilement. Donc, dès que j'ai l'impression de décevoir les gens ou qu'ils m'aiment pas, eh ben, c'était hyper dur de faire un casting et puis de pas être prise ou alors d'entendre des choses, de voir des copines soi-disant qui vont te faire des plans hallucinants avec des promos canapés pour te flinguer le rôle alors que sais que tu as les meilleures compétences sur ce truc-là en tous les cas. Je trouve que ça fait mal. Et puis au bout d'un moment, ça fait trop mal, quoi. Donc on est anesthésié par la douleur sur certains trucs, en tous les cas pour mon cas. Et puis surtout, je connaissais que ça. Je me disais, mais comment je peux faire si je suis pas comédienne ? Comment je peux faire si je monte pas sur scène ou si je tourne pas ? Je vais me périmer, je vais être trop vieille. Après, ce sera fini. Je pourrai pas avoir la carrière qui m'aurait rendue heureuse. Donc on s'aperçoit qu'on génère les fondations de la future aigreur. L'aigreur, c'est un truc qui me fait super peur. Et j'avais vu un reportage sur M6 sur les produits périmés. Je ne sais pas si c'est très approprié d'en parler maintenant, mais je sais qu'on peut les consommer encore un an après pour certains. Donc, Alors,
Voilà, faut pas paniquer. Voilà, pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont périmés eux aussi, vous inquiétez pas, on peut encore vous consommer. Je sais pas si cette phrase c'est ma meilleure. Tu l'isoles, ne l'isole pas cette phrase-là. C'est ça. Faudra la remettre dans le contexte. Mais même dans le contexte, elle est pas ouf. En tout cas, on est d'accord qu'il y a quand même enfin, t'as fait des belles rencontres parce que j'ai l'impression que dans ta vie d'aujourd'hui, même si elle est loin du côté tournage, etc., t'as gardé des contacts justement de la période tournage. T'as rencontré des beaux humains quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste que parmi ces beaux humains, il y avait d'autres humains avec lesquels je trouvais que les interactions étaient trop douloureuses, c'est tout. Après, tout ce qui a été MeToo, ça m'a fait plaisir parce que je trouve qu'il y a eu une petite action là-dessus, de pouvoir faire un coup de propre. Sur ces personnes qui se conduisaient de façon totalement inacceptable. Ouais. Mais quand j'en vois encore certains pérorer à la télé avec un bon job, un bon salaire et encore toujours ce pouvoir de nuisance, je me dis non. Ouais. Est-ce que tu tournes un peu le dos à la télé justement ou à certains médias pour t'éviter de voir certains trucs qui pourraient soit te frustrer, te faire du mal ou te dire putain le monde change pas à tel ou tel niveau. Est-ce que tu restes connecté quand même à cette vie d'avant? Déjà, j'étais pas trop connectée, c'est-à-dire que j'avais pas la télé. Là, je l'ai toujours pas en fait. D'accord. Voilà, donc j'écoute les nouvelles à la radio, mais j'écoute aussi des podcasts et ce sur quoi j'ai peu d'impact en fait. Je me dis à quoi bon aller se gratter des croûtes qui m'appartiennent pas et j'essaie de faire ce que je peux à mon petit niveau. Après, me tenir au courant de ce qui se passe dans le métier d'avant, non, moi ce qui me fait plaisir, c'est quand j'arrive au cinéma et où je me dis j'ai plus cette envie de me dire mais je devrais être sur scène, je devrais être dans ce film. Tout ça, ça n'existe plus. Donc je trouve que c'est assez chouette de pouvoir juste kiffer le côté artistique. Et plus être en souffrance. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que Greg et moi, on a arrêté, ça va bientôt faire 1 an qu'on a arrêté notre métier d'avant, on faisait de la radio aussi. Et en fait, ça a mis du temps avant de se dire mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'autre de nos vies en fait, on est capable de faire que ça. Comment toi, tu t'es dit, mais en fait, je vaux 1000 choses, je peux faire plein de choses. Et comment tu t'es dit, tiens, je peux être un peu éloignée de ça pour faire des choses qui m'animent vraiment? Eh bien, en fait, j'ai écouté le regard que les autres avaient sur moi, que les autres personnes bienveillantes qui m'entouraient avaient sur moi. Et c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des gens qui m'ont dit « Mais enfin, tu accompagnes déjà des gens. Tu n'as peut-être pas les formations, tu les accompagnes depuis que tu as fait ton burn-out, tu les accompagnes à travers des relaxations, à travers la gestion de la respiration, à travers le yoga, à travers une méthode de yoga que tu avais mise au point, qui était une espèce de méthode de yoga gainage, renforcement musculaire, et puis après avec des relaxations. Tu arrives déjà à aider des personnes à aller mieux comme ça en off. Et petit à petit, ça s'est affiné. Et une autre de mes amies qui m'a dit « Mais tu sais, ce que tu fais déjà ressemble beaucoup à la sophrologie. » Donc, c'est accepter que les autres nous voient différemment et voir ce qui fait sens. Ah, c'est intéressant parce que du coup, quand tu parles de sophrologie, ça veut dire que même peut-être que le terme, vraiment, tu t'y es intéressé pour la première fois grâce à un ou une proche qui t'en a parlé. Oui, voilà. Moi, j'avais essayé 15 ans avant, ça m'avait fait ni chaud ni froid. Et je comprends aujourd'hui que, au-delà de la méthode, le thérapeute, la personne qui incarne la méthode compte. C'est-à-dire qu'on peut te proposer le psychiatre extraordinaire, psychanalyste qui a pignon sur rue et tout ça, et toi tu te pointes après avoir attendu 6 mois le rendez-vous, et la personne en face de toi, tu dis mais non, en fait mon corps n'est pas à l'aise, mon cerveau a pas envie de s'épancher, il y a un truc qui me va pas. Et tu vas avoir d'autres gens, un magnétiseur dans ta campagne, et tu vas dire lui il a une capacité d'accueil qui me correspond. Donc voilà, c'était accepter aussi ça, accepter qu'on puisse être vu par d'autres personnes différemment et que ça peut faire sens et que tu peux aller visiter en tous les cas ces facettes-là.
Non, c'est super intéressant ça. C'est une phrase que je dis souvent. Comme quoi, on a des gens intéressants dans le podcast. C'est cool. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis dans le sens où c'est vrai on voit la vie avec des jumelles, on le sait avec des lunettes quoi. Chacun voit le monde un peu à travers un certain prisme. Et c'est ce qui fait que quand tout va bien pour nous dans la vie, des fois, on regarde autour et on se dit mais tout est beau, c'est joli, les gens sont sympas. Et puis quand on souffre, on a l'impression que tous les gens sont des cons, qui sont là juste pour nous faire chier et tout est moche. Et en fait, on a des fois du mal quand on doute de soi ou qu'on est un peu perdu et qu'on se dit je serais incapable de faire ceci ou cela. On a du mal à écouter nos proches, même s'ils nous disent mais toi t'es trop fait pour ceci ou pour cela, parce que on se dit c'est pas possible, parce qu'on ne voit pas la vie comme eux la voient. Et c'est savoir faire preuve d'intelligence et aussi de beaucoup d'humilité que de se dire ok, j'ai peut-être pas la science infuse, peut-être que ce que je vois c'est justement une paire de lunettes qui me fait voir la vie comme ça et qui me fait voir moi-même comme ça. Et il faut que j'accepte un petit peu de baisser les armes et de m'ouvrir à ce que pensent les autres, parce que il y a des possibilités pour que ce qu'ils disent de moi est la vérité quoi. Oui, ou en tous les cas, c'est une possibilité. Mais c'est vrai que quand on va mal, quand on est déçu, que le métier marche moins bien, que du coup, bah, dans ce métier, quand même, quand un comédien, en tous les cas, chez les comédiens, quand ça marche moins bien, bah, on sait pas qu'il est blacklisté, mais qu'il est moins attirant. Et du coup, il y a une espèce je sais pas, d'étiquette de la loose et qui te rend toi hyper malheureux et où tu te dis mais je vais jamais m'en sortir. Et puis c'est un jeu de poker. À n'importe quel casting, à n'importe quelle rencontre, tu te dis que tu peux décrocher le gros lot. Et le jour où je me suis sentie vraiment libérée de ça, c'est le jour où on m'a appelée pour faire un casting et je dis bah écoutez non en fait. Ah non mais c'est quand même une série hyper intéressante et je dis mais non parce que vous me demandez de venir à Paris faire le casting. Moi, ça me met toute une journée de consultation avec des gens qui ont besoin de moi en ce moment, qui vont pas bien. Ça me demande d'annuler toute une journée de consultation. Ouais. Donc, non, pour être même pas sûr en plus de le faire et se dire qu'on va peut-être même travailler encore avec des gens qui sont pas forcément bienveillants. Quoi. Voilà, alors qu'il est possible de faire des castings filmés. Et de les envoyer et là d'un seul coup j'aurais dit ben non et puis ensuite des magazines qui vont dire ah mais attends trop bien ta nouvelle vie où t'es plus connecté à toi viens on fait un sujet de 3 pages dans tel magazine super connu. Ouais. Et j'ai dit ben non justement c'est parce que je la protège cette vie que j'ai réussi enfin à me débarrasser de tout ça que j'ai plus peur quand il y a une photo de moi dans un journal de ce que ça va dire, de si ça va faire mal ou pas. Donc non merci, c'est super gentil, je vous remercie. Ouais mais ton actu. Et j'ai plus d'actu, moi j'ai un métier. Non mais moi ça me parle beaucoup parce que évidemment le métier de comédien ne parle pas à tout le monde, mais moi j'ai la chance d'avoir été acteur aussi, puisque je suis dans un film avec Cadmerade, quoi et Jacques Gamblin. Je sais plus comment ça s'appelle ce film, mais c'est un film où ils repassent le bac. Alors qu'ils sont assez âgés. Et moi en fait au début du film on voit une centaine de lycéens qui sortent en courant. Ben voilà, je fais partie de ces 100 lycéens. J'étais figurant, j'ai gagné 80 € ce jour-là. Et je me suis dit, à quoi ça sert de sacrifier ma vie? Tu t'es acheté une maison avec ça d'ailleurs, non? 3, ouais. J'ai investi dans l'immobilier. Ouais, il y en a une en Guadeloupe et une en métropole et une au Texas. Bon bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Tu vois, c'est là où je me dis, peut-être que j'aurais pas dû être comédienne de série télé, j'aurais peut-être dû faire figurante. Bah oui, c'est ça. Au revoir. Les gens sous-estiment. Non mais c'est sûr que c'est des métiers où on a l'impression que c'est un peu la belle vie, que c'est trop bien, machin. Alors certes, pour ceux qui marchent très 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 fort, ils ont peut-être des périodes où tout roule et c'est super, mais quand même se remettre à chaque fois, être soi-même le produit qu'on doit vendre. Et être en compétition tout le temps et psychologiquement c'est pas un truc hyper agréable non plus. Bien sûr, mais tu sais ça fait partie aussi du spectacle. Il faut montrer au public que c'est magique et c'est ça qu'il y a de beau aussi. C'est quand un comédien vient, faut qu'il soit beau dans tous les sens du terme, qu'il soit là. Et vous, quand vous faisiez des émissions de radio, même si vous aviez un petit pet au casque, une fêlure, quelque chose qui faisait bobo ce jour-là, il fallait quand même donner de la joie. Sauf qu'au moment où tu n'as plus suffisamment de joie à le faire, c'est là où je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est exactement ça. Une fois de plus, tu mets le doigt sur un truc super important, c'est qu'on a effectivement ce baromètre aussi en nous, même si on n'est pas dans un film. Je sais pas, souvent les gens parlent du monde des bisounours. Je déteste cette expression. Ouais, moi aussi. Même si on n'est pas dans un truc idéal, on va dire, où on est hyper euphorique tout le temps, sauf quand on est sous MDMA. Et je rappelle qu'il faut pas en consommer. C'est rapport au fait que c'est de la drogue et que c'est dangereux. C'est interdit surtout. Mais ça, tu dis, wow, la vie elle est géniale. Bon, il y a un truc qui sonne faux, mais quand même globalement, tu peux te dire si ton niveau de bonheur est plutôt élevé, quoi.
Et quand le baromètre justement du bonheur est bas et que c'est assez souvent, c'est peut-être là qu'il faut se dire bon, je vais arrêter de m'accrocher à mes anciennes croyances et à me dire que ça va aller, et juste même se si poser c'est pas des facile, questions. bah, Ouais. au moins se poser des questions pour Ouais. se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et justement, la sophrologie, alors, ça fait combien de temps maintenant, Adeline? Ça a commencé avant le confinement. J'avais un cabinet parisien qui commençait à bien fonctionner et le jour de l'annonce du confinement, j'ai perdu 100% de ma clientèle. T'as perdu combien, pardon, parce que ça a coupé? 100%. Ah bah 100%. Mais pourquoi? Et bien parce que c'était en présentiel. Ah, bah, Et puis à la fin du confinement, il y a une clientèle qui a émergé, qui était OK pour faire des consultations en visio parce que chacun était planqué chez soi à aller mal. Et je pense que les gens se sont dit, plutôt une consultation en visio que rien. Alors, on parle de sophrologie depuis tout à l'heure, on l'a évoqué plusieurs fois. ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Mais ouais, est-ce qu'on peut, comment tu résumes ce qu'est la sophrologie? Moi-même, j'avoue, je saurais pas trop dire. Alors, c'est une méthode psycho-émotionnelle qui vise à aligner finalement le mental, les émotions et le corps, ce que moi j'aime bien appeler tête, cœur, corps, afin de nous permettre de mieux gérer, de mieux identifier les émotions et d'accéder à un mieux-être, ou alors de se fixer des objectifs précis. Il y a de la prépa mentale parfois, il y a de l'accompagnement sur des maladies longues. J'ai accompagné pas mal de femmes qui souffraient d'endométriose et puis des gens qui veulent. Moi, je bien l'idée du cheminement vers soi, de pouvoir poser un autre regard. D'accord. Et te permettre d'avancer. Par exemple, j'ai eu des gens qui venaient me voir parce que chagrin d'amour. Et en fait, autour d'eux, tout le monde disait oui, une de perdue, de retrouver. L'entourage qui écoute jamais tes émotions, mais qui est juste là pour balancer des banalités. Ouais. Oh, ça va. Tu sais, c'est comme quand un enfant tombe et qu'il a mal et tu fais oh, ça va, c'est rien. Mais c'est pas parce que tu dis ça que la douleur s'en va, même un adulte. Voilà. Et du coup, c'est accueillir différemment et dire bon, très bien, avant de se dire que cette personne n'est pas une bonne personne et qu'elle est méchante, peut-être on peut aller analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc oui, du coup, vas-y. Adeline, ça veut dire que par exemple, si moi je viens te voir, tu vas adapter un soin en fonction de mes besoins, c'est ça? Bien sûr, oui, Ouais. je vais. Mon job de thérapeute dans ces cas-là, c'est de te proposer un protocole qui est adapté à toi, à qui tu es aujourd'hui. Et je vais te proposer un protocole qui va passer à travers une anamnèse, c'est-à-dire un questionnaire où je vais te poser des questions pour pouvoir comprendre qui tu es, où tu en es à ce moment-là de ta vie, de te proposer de localiser certaines choses auxquelles tu ne penses pas forcément. Je vais te proposer des exercices physique axé sur la respiration où tu vas pouvoir te reconnecter avec ton corps. Ensuite, on va terminer par une relaxation qui sera le moyen de te montrer qu'à l'intérieur de toi, il y a un endroit refuge. Et puis, la semaine d'après, si tu arrives et que tout va bien, on continue. Si tu arrives et que il s'est passé quelque chose qui t'a fait exploser ou imploser, on s'arrête et puis on en parle. Et quand on fait appel à la sophro, est-ce que c'est des soins qui demandent est-ce qu'il faut en faire beaucoup en gros? On a besoin de beaucoup de séances, même si évidemment que ça dépend des gens, mais est-ce que c'est comme une thérapie qu'on va faire sur 2, des fois 3 ans, des fois 10 ans? Est-ce que c'est plutôt court? Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment c'est une thérapie courte. Donc, en général, on dit entre 8 et 12 séances. Il y a des personnes qui vont se saisir extrêmement rapidement des outils qu'on met à leur disposition et tu vas les voir vraiment avancer sur leur objectif à pas de géant. Et dans ces cas-là, je leur dis c'est bien, vous n'avez plus besoin de moi. Donc, on clôt le protocole. Et puis, d'autres personnes avec qui je vais accéder, ils vont obtenir les résultats escomptés et ils vont dire trop bien. Du coup, si je suis capable de le faire avec vous, je vous garde à mes côtés et dans ces cas-là, ça se transforme dans un espèce d'accompagnement différent. Est-ce que c'est aussi une barrière, le fait de recevoir des gens alors que tu as été quand même super exposé à une époque? Est-ce que du coup, tu as des gens, tu sens, qui viennent un peu pour ça? Ouais. Oui, et c'est hyper intéressant. Il y a Major Movement qui vient de fermer son cabinet pour cette raison-là. C'est un kiné qui est hyper connu sur Insta et sur tous les réseaux sociaux. Et il a décidé de fermer son cabinet parce qu'il avait trop de gens qui venaient parce qu'il était connu. La célébrité, c'est quand même un paramètre important. C'est-à-dire que les gens, une fois que tu es célèbre, vont t'écouter comme si tu avais une parole beaucoup plus importante que celle des autres. Et c'est ce qu'on voit dans le côté délétère des réseaux sociaux où, comme machin a 1 million de vues, une émission de
télé-réalité ou qu'il est connu pour d'autres choses, ben, d'un seul coup, sa parole va avoir un poids sur tout. Donc, il y a des gens, ils vont m'écouter parce qu'ils ont l'impression que je suis connue, donc que je sais. C'est pour ça que j'essaie de proposer des pistes plutôt que des conseils précis quand je suis sur les réseaux sociaux. Et il y a effectivement des gens qui viennent pensant pouvoir passer un moment sympa avec moi et me cuisiner, mais que c'est assez rapidement vu. Donc, de temps en temps, j'ai été obligée de demander à certaines personnes de partir parce qu'ils s'étaient trompés. Ils venaient pas pour les bonnes raisons, quoi. C'était juste pour rencontrer. Ils venaient par curiosité. Ils peuvent essayer et puis moi, je peux leur dire que non, finalement. Après, sur Instagram, moi, je me retrouve avec des confidences extrêmement intimes de gens qui ne vont pas bien, pensant qu'en un seul message, je vais radicaliser leur vie et trouver toutes les solutions. Ouais. Et puis, il y a le moment où les gens ont envie de se reposer quasiment sur un gourou. Ouais. J'ai l'impression qu'on a quand même une grosse responsabilité quand on travaille justement en lien avec le bien-être. C'est que parfois les gens sont tellement mal et tellement au fond qu'on peut malheureusement en abuser si on est mal intentionné. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui organisent des fois des stages de bien-être à 9 000 €. Ouais, même 2 000. Oui. Oui, moi, ce que j'aime bien, c'est les stages de bien-être ou alors les stages de jeûne où on va rien manger et qui coûtent une blinde. Ça, je trouve ça très drôle. C'est ça. C'est vrai, ça. Mais je participe parfois à des stages, justement. Et ce que je trouve très délicat, c'est de voir certaines personnes qui vont faire accoucher les autres d'émotions dont ils n'avaient jamais été capables de se débarrasser. On va les faire accoucher au forceps. Et moi, parfois, on m'appelle en me disant « Oh là là, comment on fait ?» Aujourd'hui, il y a de tout et de n'importe quoi. Et je trouve ça super triste, en fait. Ouais, c'est triste et c'est dangereux, mais c'est pour ça qu'il faut toujours rester sur ses gardes et déjà, bon, le prix est souvent un bon indicateur parce que quand la personne fait ça vraiment pour commencer à gagner beaucoup de sous, voilà, en tout cas, moi, je me pose quand même des questions à partir de là. Et puis après, quand les gens font des choses qui sont au-delà de leur niveau, quoi. Nous, tu vois, justement, on organise un stage, j'aime pas appeler ça bien-être, mais on va organiser un truc là début juillet où on va faire de l'improvisation théâtrale et puis. Ne dis pas trop parce que si les gens qui viennent écoutent, on a envie de leur garder la surprise. Ouais, et puis à la fin on leur demande 8 500 €, c'est tout. Non mais voilà, on va faire des trucs que nous on sait qui nous aident à nous défaire du regard des autres. On a les téléphones qui sont loin et c'est tout ce qu'on cherche. Mais on va pas commencer à dire on va te faire accoucher de tes démons parce que là c'est hyper dangereux, quoi. Après. Quand les choses ont un certain prix, parfois c'est parce que quelqu'un a une certaine expertise qui est bien meilleure que les autres. C'est vrai. J'ai pu suivre certaines formations qui coûtaient cher et tu te dis bah oui, mais à formation égale, j'ai pas le même formateur. Il a 40 ans d'expérience et ça vaut ça. Après, tout dépend de ce que tu as fait, mais effectivement, passer un certain tarif, ça devient du n'importe quoi. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de est-ce que je vais pas trop loin? Enfin, comment tu gères ça? De te dire est-ce que je suis pas trop influente? Est-ce que j'en ai pas trop dit? Ou est-ce qu'au contraire, j'aurais pas dû aller un peu plus loin avec cette personne? Comment tu assumes cette responsabilité de te dire que finalement, tu as beaucoup de responsabilités entre les mains? Eh bien, j'essaye vraiment de laisser l'autre choisir. J'ai l'impression que je lui propose des pistes. J'essaye de l'assurer que je suis dans son équipe quoi qu'il arrive. Donc, qu'il prenne le chemin de droite ou le chemin de gauche, eh ben, ce sera OK. Si je sais que c'est le chemin de droite, selon son schéma à lui, qui sera le plus pertinent pour lui, mais que lui, il n'est pas capable de le prendre et que du coup, il prend le gauche, eh ben, je peux pas l'obliger. Tu sais, c'est comme quand on dit « Ah, mais il serait tellement bien ce gars-là si juste il pouvait changer ce truc-là. » Ouais. Mais il n'en est pas capable. C'est l'expérience qui te dit « Mais non, cette personne-là n'en est pas capable aujourd'hui. Ouais. Donc, je vais pas l'emmerder. » Et puis, il y a d'autres gens, je sens qu'ils en sont capables. Et là, je vais aller les asticoter en disant « Mais attendez, on tape dans le dur ou on tape pas dans le dur? Est-ce que vous êtes capables ?» Et je sais pertinemment qu'ils sont capables. Ouais. Et quand ils reconnaissent qu'ils le sont, d'un seul coup, ils se disent si elle me voit capable, c'est qu'effectivement je le suis. Oui, c'est ça. Hein, des fois, c'est le regard aussi des autres, parce qu'on a un regard, c'est ce que je disais tout à l'heure, un regard des fois sur soi tellement difficile où on se sous-évalue tellement que quelqu'un qui nous regarde en nous disant t'es capable et je le sais parce que je le vois, donc on se dit oui, je suis capable. Moi, c'est comme ça que je me suis dit, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en me disant je vais faire l'Everest. Et en tong, j'ai fait l'Everest. Ouais, je suis pas là pour me la raconter, mais j'ai fait l'Everest en tong juste après avoir tourné dans le film avec Admiral. J'ai raconté ma vie dans un livre. Ah, ça a été la révélation. Et Adeline, là-dessus, en vrai, je voulais aussi savoir, est-ce que ça te manque quand même le côté artistique? Parce que souvent, quand on atterrit dans des métiers comme ça, c'est pas par hasard.
il y a quelque chose qui vibre en nous en rapport avec la scène, en rapport avec les tournages. Est-ce que ça te manque Eh bien, par moment? j'ai l'impression que le remplacer par autre chose, tu vois, de faire des vidéos sur Insta, ça demande quand même, eh bien, ça fait appel à certaines capacités d'écriture de texte, de pouvoir ensuite le proposer correctement. Je fais des ateliers. Je lead des relaxations avec beaucoup de monde. J'ai très envie, par exemple, en fait, quand j'ai des ateliers, j'ai des gens j'aime bien avoir des petits groupes pour pouvoir m'occuper de chacun, mais là, j'ai très envie de faire des conférences, on m'en demande, et quand je suis devant plus de monde, eh ben, je retrouve un petit peu l'euphorie que tu peux avoir quand tu es sur scène. Ouais. Je prends les choses, en fait, je les transforme, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être encore présente dans la vie des gens à travers les réseaux sociaux. Il se passe pas un jour où, quand je sors de chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui vient qui me dit « Ah, bah, je vous suis sur Insta ». Et je suis sidérée parce que je me dis oui, il y a 130 et quelques mille personnes, mais la France, c'est grand. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je sors, j'en croise un, quoi. Ouais. Mais donc, tu vois, il y a ce truc de me dire qu'est-ce que je peux inventer, qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux leur proposer comme contenu pour qu'ils aillent mieux. Et puis, bah, j'ai d'autres métiers aussi. Donc, la créativité, elle est dans mes roulottes. Je peins, je décore, je fais des choses et d'autres. Et si je monte sur scène aujourd'hui, j'aimerais remonter sur scène, mais proposer à mon public, quand ils arrivent au début de la séance, ils sont dans un état A, et à la fin, ils ont accédé à un état B ou C. D'accord. Et, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te fait peur quelque part, ou qui t'inquiète, ou qui te préoccupe, le fait qu'on soit dans une période où il y a quand même de plus en plus d'auteurs autour du bien-être, ou d'organisateurs de stages, ou de gens qui se disent spécialistes? J'ai l'impression que ça devient quand même pour beaucoup aussi le moyen de surfer sur une mode et de gagner sa vie avec un truc tendance du moment, plutôt qu'une vraie volonté d'aider les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe, toi, ou tu te dis ça va disparaître aussi vite que c'est venu, tous les charlatans? C'est pas que ça me préoccupe, c'est que ça m'indigne. Ouais. Je suis totalement indignée. Donc tu t'en rends compte? C'est parce que moi, en fait, j'ai un peu ce ressenti, mais je me dis... Non. Mais moi, je vois des gens débarquer dans mon cabinet qui sont déjà passés par une thérapie zinzin, mais ensuite ils ont fait cela, puis ensuite ils ont fait ci ou ça, ils sont déglingués. Ils arrivent, ils sont en charpie, parce que les gens, quand ils ont vu que ça devenait trop douloureux et qu'ils n'arrivaient plus à gérer, ils les ont laissés tomber, ils les ont trahis. Et moi, dans ces cas-là, je m'indigne, pas facilement, mais quand on porte atteinte à l'autre, quand on l'abîme, quand on ne fait pas en sorte de le préserver, que ce soit un humain ou un animal, moi je m'indigne. Et est-ce que tu crois, Adeline, en plus, que justement il y a une espèce de quête du bien-être qui peut être dangereuse pour certaines personnes, quoi. Des gens qui sont totalement accros au bien-être et qui se disent là je vais un peu mieux, donc ils veulent retrouver cet état, donc du coup qui vont voir d'autres spécialistes, puis d'autres. Enfin bref, vous avez compris, quoi. Ça n'a pas duré puis 50 minutes. Ouais, mais là on a l'impression que tu parles de dopamine. Bah oui, mais c'est un peu ça. Il y a des gens qui... Mais non. La dopamine, les shoots de dopamine, c'est pas ça la visée du mieux-être. La visée du mieux-être, c'est quand même, si on rétablit les choses, à mon sens, et c'est juste mon point de vue qui m'appartient et qui n'engage que moi, c'est de pouvoir vivre dans la sérénité, ancré en soi, aligné tête, cœur, corps, pour se dire, OK, je traverse quelque chose de difficile. Quelles sont les ressources que j'ai en moi pour pouvoir avancer malgré tout avec ces choses difficiles et me dire que la lumière reviendra à un moment donné. C'est-à-dire, c'est être moins en montagne russe et se dire waouh, ma vie elle est géniale, et puis pour une semaine après se dire mais je suis qu'une merde, j'ai envie de mourir, et disons être dans un cockpit d'avion sans avoir tous les turbulences. Tous les voyants qui clignotent en même temps, et on sait plus où appuyer, quoi. Et c'est bien justement de voir qu'il y a certaines personnes qui vous expliquent comment aller mieux. Moi, quand je craque, je le dis. Je dis voilà. Là, j'ai craqué. J'essaye de relativiser, de prendre de la distance avec ce que je traverse, mais je craque et je vous le montre parce que c'est OK de craquer. Parce que si on a comme exemple que des gens qui se font scotcher de bonheur en dose maximale de dopamine, on sait que ça n'existe pas. Ouais. Si on ne se casse pas la gueule de temps en temps, si on ne fléchit pas de temps en temps, on est inhumain. Et moi, je reçois, sans mentir, je peux recevoir jusqu'à 5 ou 6 bouquins de mieux-être par semaine. Ah ouais.
Ouais, Ah oui, ah bah oui, c'est quand même. Mais quand on regarde chez les libraires ou dans tous les endroits où on vend des livres, que ce soit les grandes surfaces, les Fnac, les Cultura, les espaces Leclerc, enfin tout, on voit bien que le développement personnel, moi qui me passionnait quand j'avais 14 ans, il y avait 15 bouquins. Ouais, Aujourd'hui, littérature, alors il y a les maîtres, hein, il y a Thich Nhat Hanh qui pour moi reste l'un des piliers fondateurs de tout ça. Et puis il y a de tout et de n'importe quoi. Une fois on me dit, mais toi qui fais du cheval et du yoga, pourquoi tu fais pas du yoga cheval, hein? Je me casse la gueule si je fais ça. Ça s'appelle de la voltige. Mais tu vois, il y a de tout et de n'importe quoi. Et quand je lis des bouquins, j'ai les éditeurs qui m'envoient parce que autant je peux faire des partenariats qui sont rémunérés et c'est OK, ça fait partie du jeu quand on est sur Instagram parce que donner du contenu, ça prend du temps et c'est un vrai métier et ça prend du temps et ça prend de l'énergie, et ça prend de l'expérience et de l'expertise. Et parfois, je fais des partenariats. Mais ce ne sont que des partenariats dont j'ai testé les produits, avec lesquels je suis d'accord, mais je ne vais pas le faire que pour le fric, je vais le faire que si ça a du sens. Et quand je reçois tous les bouquins, c'est une des choses que je fais toujours gratuitement avec plaisir parce que je trouve que c'est difficile de faire un livre et de le faire exister. Ça c'est sûr, c'est un des trucs les plus difficiles en France, je crois, c'est d'être un auteur un peu reconnu, sorti des quelques auteurs qui arrivent à vivre de leur art et qui sont assez connus du coup. Pour tous les plus jeunes, entre guillemets, dans le sens qui ont moins d'expérience, c'est hyper difficile de percer, de au moins faire connaître son travail, quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, tu vois, moi je suis OK, donc je propose des lives, je fais des stories et tout, mais quand je vois des bouquins qui sont basés sur rien, je dis mais non, en fait. Et les éditeurs, ils t'en envoient, et de temps en temps, j'ai de la peine pour les arbres qui ont été abattus pour faire ces bouquins-là. Ouais. Et j'ai sur ma table 6 propositions de 6 éditeurs différents pour faire mon bouquin. Et je me dis, je vais le faire quand il sera vraiment prêt dans ma tête. J'en ai déjà fait une vingtaine, je pense que c'est déjà pas mal. Je ne vais pas aller faire du bouquin pour faire du bouquin. Donc, je dis de temps en temps, je montre ceux qui comptent, ceux qui je trouve pertinents. Je ne parle pas des autres, mais je trouve qu'il y a des autres, c'est dommage. Il y a des kilomètres de banalité parfois. En tout cas, merci vraiment d'avoir pris du temps pour nous parce que une fois de plus, on le sait, notre connexion du trou du cul du monde plus ton trou du cul du monde à toi a fait que c'était super compliqué en vrai. Mais on a réussi à avoir un bout de discussion. Pourquoi tu rigoles, Anne-Sophie? Elle était bizarre cette phrase. Ouais, elle était bizarre cette phrase. J'ai trouvé très bizarre. En même temps, c'est toujours bien d'avoir des trous du cul. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de me la faire tatouer ta phrase. C'est bien simple. Elle est magnifique. Ouais. En fait, moi, je suis super content de ça. Et puis, on s'était déjà parlé un petit peu à la radio parce que on s'est croisés par hasard. Je sais plus il y a combien d'années. C'était en 2018 en faisant Fort Boyard. Exact. Puisque moi, j'étais pas assez connu pour faire Fort Boyard, mais l'animateur radio avec qui je bossais, du coup, m'a emmené. Tu vois, comme quand on mène un plusieurs en soirée, de c'est qui ce gars? On le connaît pas, il a bouffé toutes les pistaches. C'était moi. Après, tu t'es quand même tapé des belles épreuves, alors que d'autres personnalités beaucoup plus connues se sont un peu oui, c'est vrai. délitées. C'est vrai que au moins, les sensations étaient fortes, mais surtout, moi, je me souviens beaucoup de la veille et du trajet dans le train où on avait beaucoup discuté. Et moi, je te connaissais très peu, à part via Sous le Soleil, qui était une série que je détestais parce que ma sœur, elle regardait ça en boucle. Moi, j'avoue, j'adorais, j'étais trop fan. J'en ratais pas. Ah ouais? Ah, mais j'en ratais pas. Moi, j'étais folle de ça. Elle nous empêchait de regarder autre chose. La télé dans le salon, c'était obligé, c'était pour Sous le Soleil. Et puis elle enregistrait des cassettes et tout, c'était en boucle, quoi. Et tu vois, tu m'as réconcilié du coup avec mon passé, avec ma sœur. Et surtout, j'ai découvert une super belle personne sensible, profonde, authentique. Et enfin, je me souviens que ça m'avait vraiment profondément marqué, donc je suis trop content. Et en plus, tu vois, t'as réparé un trauma, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'avoue. En plus, tu vois, t'as été ma thérapeute sans être encore officielle à cette époque-là. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est toujours ça de penser, c'est cool. Non mais je suis trop content à chaque fois qu'on échange et trop content de voir ce qu'est ta vie aujourd'hui. D'ailleurs, suivez Adeline Blondiot sur les réseaux sociaux, allez-y. Parfois, moi, je tombe sur des petites vidéos et je me dis « Ah tiens, je ne l'avais pas vu comme ça » et je me mets à réfléchir. Tu vois, il y en a une qui m'avait marqué sur le flou et le brouillard. Allez la voir parce que c'est vrai que on ne fait pas la différence parfois et on se dit « Ah tiens ». Adeline fait la météo. Il fera 4 degrés dans le Cotentin. Mais tu as fait beaucoup de trucs avec Natacha Calestrémé aussi, qu'on aime beaucoup. J'ai fait plusieurs lives avec Natacha, on s'entend hyper bien et je trouve que c'est une personne solaire et bienveillante, qui est vraiment dans le partage.
Et je trouve les protocoles chamaniques qu'elle propose, ils sont vraiment hyper intéressants. Et moi, je les utilise en séance, je les propose et je les twiste à ma façon. Et c'est entre le protocole chamanique et la sophrologie et ma méthode. Et en fait, on a des résultats qui sont juste incroyables. Incroyables. Et donc, je trouve qu'elle est... voilà, moi, j'adore cette femme. Et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est quand justement on parlait de tous ces gens qui naissent à droite à gauche et qui se veulent spécialistes alors qu'on sait pas trop d'où ils sortent. Mais il y a aussi tout un autre côté de gens qui font ça pour les bonnes raisons, avec leurs compétences et en plus avec le cœur. Et en vrai, on les sent tout de suite, ces personnes-là. Et quand on arrive à entrer enfin, ça m'étonne pas du tout que toutes les deux vous entendiez bien. Moi aussi, je me suis dit, elles deux là, ça va coller quoi. À mon avis, elles vont nous faire un sous le soleil 2. Avec la touffasse de cheveux qu'on a, ça fera une grande toufface blonde, une grande toufface brune, ça sera très bien. Ce sera super. En tout cas, merci énormément Adeline d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton temps, c'était trop cool. À vous. Et puis vous savez que j'ai 2 roulottes et que vous êtes l'un et l'autre les bienvenus dans ma campagne. On va finir par le faire. Là, ça y est, là, on commence à se poser, on commence à avoir notre nouveau rythme. Qu'elle allait te contraindre. Oui, moi j'ai dit que j'allais te contraindre. En fait, j'ai dit que j'allais t'attacher, te séquestrer. Et je suis pas sûre que du coup ce soit vraiment dans l'idée de tout ce dont on vient de parler, tu vois, le bien-être, etc. Ouais, c'est plus un fantasme, exactement. D'accord, ça marche. Bon, le temps d'aller acheter du cuir et puis on arrive, quoi. Ouais, et du scotch. Allez, à très bientôt, On Adeline. t'embrasse, Merci beaucoup. Adeline. Moi aussi, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Le Plein de Sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.